Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Quand un épisode de Star Trek se révèle décevant, on se demande parfois si l'épisode du lendemain sera plus réussi. Est-ce que nous, les fans, sommes capables de garder notre optimisme ainsi de jour en jour ? Yes, we can. Engage. There's been an attack in the past. You have to stop it. Captain, I need to... Not to be impolite, but who are you and what are you doing on my ship? So you're telling me that there's an alternate timeline. I think you're supposed to help me. We're on a mission to protect the future of humanity. Whoa! That was a person. All right. Working. Alors pour en parler avec moi, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina. Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous. Notre Romulien relou Romain Brami. Salut Romain. Salut tout le monde. Et notre historien Hugo, qu'on a pu croiser samedi dernier au Club de l'Étoile et qui nous revient ici. Salut Hugo. Bonsoir, mais je ne suis pas du tout historien, du tout. Ouais, enfin, t'es un autre historien de Starfleet, un petit peu, de la Fédération quand même. Oh, amateur alors. Tu es l'équivalent de Marla dans Space Seed. Ah, oui, si on veut. Je sais pas si je serais parti avec lui sur la planète, surtout quand on sait ce qu'elle devient après, la pauvre. Oui, C'était clair. mauvais calcul. Ça nous a fait plaisir de te voir samedi dernier, donc au Club de l'Étoile, pendant la journée Star Trek. T'étais pas avec nous dimanche. Malheureusement, non. Et du coup, avant de parler de l'épisode 3, moi je te propose de parler justement un peu de cet épisode 2 pour que tu nous dises un peu ce que t'en penses. Et pour te lancer, moi je vais vous proposer un tweet, plusieurs tweets en fait, que Yasmine, qu'on a pu croiser aussi le week-end dernier, à qui on fait un gros coucou, qu'on entendra d'ailleurs sur le podcast prochainement, qui a complété un peu des réflexions qu'elle avait pu avoir durant le podcast la semaine dernière. Donc je la cite. Elle dit « J'aurais apprécié que l'argumentaire ne soit pas aussi individualiste, même si ça l'est toujours quand on défend quelqu'un contre une accusation individuelle, mais qu'on fasse un peu le procès de la discrimination face à une race entière. Il n'y a pas de règles sur la pratique de survivre dans des environnements hostiles extraterrestres. Au lieu de terraformer une planète entière, on ne fait qu'accélérer, orienter l'évolution en court-circuitant la sélection naturelle. Bref, ça aurait pu être une vraie question philosophique multidimensionnelle. La modification génétique, une fois qu'elle est pratiquée, et notamment sur des enfants, pourquoi la discriminer ? Parce que c'est vrai que c'est une vraie question, il y a des races, des espèces qui ont aussi des avantages naturels supérieurs aux humains, comme des capacités intellectuelles supérieures, de l'empathie, de la télépathie, etc., et qui sont quand même accueillis dans la Fédération. Donc on aurait pu quand même demander de parler de pourquoi c'est ok d'avoir des choses un peu comme le visor de Geordi Laforge, l'implant de Rutherford, mais que modifier génétiquement, c'était pas possible, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière, mais c'est vrai que si on y réfléchit, il y a quand même des manques qui auraient pu être développés un peu là-dessus. Donc du coup, Hugo, moi je me demandais, qu'est-ce que tu penses de ce que Yasmine disait et quelle a été ton opinion sur l'épisode de la semaine dernière ? Alors bon, pour cette histoire de modification génétique, je suis tout à fait d'accord. Ça tient pas debout. C'est un vrai problème de science-fiction. Ils se sont mis là-dedans. Ils se sont contraints à cette règle de pas de modification génétique, alors que c'est un potentiel d'histoire de SF vraiment génial et de plus en plus dans l'air du temps. Alors quand à l'époque, je crois qu'à l'époque de Space Seed, je sais plus si j'ai vu l'épisode encore cet après-midi, comme on disait, mais je sais plus exactement s'il parle du fait que c'est interdit dans la Fédération. Je me demande si c'est pas venu par la suite avec Bashir. Hein, c'est ça, c'est à partir de Bashir. C'est venu après, ouais. Il parle du danger, des capacités supérieures, d'une ambition supérieure. Ça, oui, c'est cité, mais par contre, il parle pas des conséquences juridiques de ça. Le problème, c'est que ça ne tient pas vraiment la route. Quand il parle de modification génétique, c'est un petit peu comme certains politiques qui parlent de drogue au sens large, avec un D majuscule, sans trop savoir de quoi ils parlent. Et ils parlent de drogue récréative, légale, illégale. Ils parlent les drogues, c'est pas que c'est bien, que c'est pas bien. Je veux dire, quand vous serez en phase terminale sur votre lit de mort, vous verrez si c'est pas bien les drogues et quand vous aurez besoin d'un peu de morphine. Et là, ils mettent tout dans le même panier. C'est-à-dire que les modifications génétiques, est-ce que ça inclut aussi, ça veut dire qu'ils ne pratiquent pas de modification génétique sur des maladies ? Il y a quand même une utilisation thérapeutique. On n'arrive pas à 130 ans, je crois, plus ou moins en moyenne d'espérance de vie dans la Fédération, sans traficoter un petit peu quelque part les télomères et le génome et je ne sais quoi. Et puis il y a cette idée que donc
ça serait dangereux parce que ça crée des machines à conquérir. Je sais pas moi, je suis pas sûr que parce qu'on te change la couleur des yeux, ça te donne tout de suite l'envie d'envahir la Pologne. Ça marche pas vraiment comme ça. D'autant plus Non, il y a une que... phrase dans Space Seed là, en effet, où ils disent le problème, c'est qu'avec une grande intelligence vienne une grande ambition. Oui, tout à fait, oui, c'est ce qu'ils disent, mais sauf que... Mais oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils auraient dû aller dans le détail et préciser ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, parce qu'effectivement, on peut pas imaginer qu'ils fassent zéro manipulation génétique. Et là, je parle dans le canon de manière générale, hein, pas forcément dans l'épisode en question, mais d'autant plus que je sache, Bashir, c'est pas un salopard, c'est pas un enfoiré quand même. Et d'ailleurs, pareil pour numéro Una, c'est pas une mauvaise personne, il passe tout le procès à établir que c'est quelqu'un de bien, d'éthique, de morale, etc. Donc c'est bien la preuve qu'une modification génétique, ça veut tout et rien dire et que ça n'entraîne pas un danger forcément. Bon, par ailleurs, il y avait aussi le souci que, comme beaucoup d'autres personnes, a priori, je pensais que ça concernait uniquement les humains. J'avais pas bien compris que ça s'était étendu à toute la Fédération. Et à tous les peuples et tous les mondes de la Fédération. Si, mais dans Prodigy, souviens-toi, dans l'épisode 15, si je me souviens bien, dans la zone neutre, il y a une planète qui est dans la zone neutre, donc qui est hors Fédération, et qui est tenue par des aliens, et qui en parlent, et qui font des expériences génétiques de leur côté, et qui disent, ouais, la Fédération, ils nous emmerdent là-dessus, quoi. Oui, mais c'est un ajout très récent, c'est un ajout vraiment de l'année dernière, quoi, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, dans toute la franchise, comme tu l'as souligné, il y a 0 personne augmentée. Bah, je sais pas. Y a pas ça a jamais été dit, ça a jamais été montré, il y en a pas, quoi. Y a pas un truc comme quoi les dénobuliens pratiquent ça depuis longtemps Ouais, mais même à l'époque d'Enterprise. Ils disent qu'ils le font, mais finalement on n'en sait rien de ce qu'ils font exactement. Tu vois, c'est peut-être le seul exemple, peut-être, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, le truc, c'est que c'est quand même dommage de s'empêcher d'utiliser ça, et ça faisait partie un petit peu des points obscurs qui pouvait y avoir. Moi, je pense qu'il y a aussi un point obscur sur les androïdes, pas les androïdes justement, puisqu'il y a eu The Measure of Men, mais les hologrammes. Après le docteur, je vois pas comment est-ce qu'on peut continuer à exploiter et utiliser des hologrammes comme si c'était des objets. Et pourtant, ils ont maintenu ça, on dirait, quand on voit le vaisseau du capitaine du Sirena. Ouais, Rios, ouais. De Rios. Voilà, il y a des trucs comme ça sur le plan, en gros, des droits, hein, au sens large, qui sont pas très clairs, et dont ils se servent pour pondre des scénarios des fois, mais on a l'impression que eux non plus ne poussent pas la logique jusqu'au bout de ce que signifie les problèmes qu'ils mettent sur la table. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais de toute façon, c'est ce que Manu nous disait sur notre Discord. Il nous disait, dans l'ensemble de Star Trek, il y a des trucs qui tiennent pas debout, mais tu t'en rends pas compte à partir du moment où on gratte pas derrière, quoi. Et effectivement, tu parlais des dénobuliens de Dr. Phlox dans Enterprise. Finalement, oui. Pourquoi lui, il est là alors que 200 ans plus tard, la Fédération, ils ont toujours pas réglé la question des augmentés. Donc, c'est chelou, quoi. On est d'accord. Alors bon, pour ce qui est de cet épisode, ça a déjà été dit apparemment dans le podcast, j'avais pas relevé, mais en effet, la petite scène au début de Pike qui se retient de respirer, ça m'a bien fait penser au personnage de Pépé dans Astérix en Hispanie. C'était très rigolo de le voir comme ça faire sa petite crise, je me retiens de respirer jusqu'à ce qu'on me parle et qu'on me reçoive. C'était assez marrant à voir. Et puisqu'on parle de scènes marrantes, je voulais aussi dire un petit truc sur la scène d'humour avec les Vulcains. Face à face avec Spock et le procureur, là où je ne sais quoi. Vous avez d'ailleurs relevé dans le podcast que c'est vrai que ça commence à être un petit peu lourd, là, l'utilisation de l'état d'esprit vulcain pour faire du comic relief. De Spock lui-même, d'ailleurs. Vraiment de Spock lui-même, quoi. Oui, parce que c'est celui qu'on a sous la main. Mais, et je suis d'accord que ça se faisait aussi dans la série originale. La petite réflexion que je voulais avoir, c'est que j'ai peur que ça devienne... D'abord que ça devienne un petit peu comme la façon dont, par exemple, dans les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, sont traités Gimli et par extension les nains. C'est-à-dire qu'ils sont devenus un peu des comic relief. Et tout ce qu'il peut y avoir de noble et de grandiose dans les écrits autour de cette race est complètement annihilé. Et là, l'autre problème qui se pose avec Spock, c'est que j'ai l'impression en fait qu'il n'est réellement vulcain que lorsque c'est pour faire de l'humour et pour se foutre de sa gueule. Parce que par contre, dès qu'on est un petit peu sérieux, là par contre, il switch en mode complètement humain, et du coup, la vulcanité, hein, si j'ose dire, cet état d'esprit vulcain, il ne sert qu'à faire de l'humour et se foutre de sa gueule. C'est un peu dommage, quoi. Ouais. Moi je trouve pas, parce qu'il y a des épisodes dans la saison 1 où ça allait, je trouvais.
Ouais, enfin moi je suis plutôt d'accord avec Hugo là. Moi ça commence à m'énerver que 2 épisodes à la suite, enfin 3 même épisodes en comptant le premier où c'était un peu maladroit. Je suis d'accord avec Hugo, faut qu'ils arrêtent. Mais vous voyez, moi j'ai rien contre le fait qu'on fasse de l'humour avec ça, c'est très bien. On l'a fait avec Data, on l'a fait avec toutes les formes de vie qui pensent un peu différemment et qui se comportent différemment. C'est rigolo, ça met de la distance et tout, ça nous définit en tant qu'humains. Mais par contre, ça me gênerait qu'il ne soit Vulcain que pour ça. Et que lorsqu'il pourrait l'être pour des raisons un peu plus dramatiques, un peu plus intéressantes, il le soit pas tant que ça, Vulcain. T'as raison, non mais t'as fait une très bonne remarque en faisant le parallèle avec Data, parce que je me souviens de Data's Day, où il récite de la poésie, où il y a aussi l'Ode à Spot, enfin des trucs comme ça, où c'est drôle, mais c'est pas... c'est pas aussi bête, je trouve, avec Spock. Je trouve que c'est bête en ce moment. Non, mais tout est drôle tant que ça devient pas la norme, en fait. C'est-à-dire que ce qui rendait les scènes humoristiques de Data, Spock dans la série classique, ou même Worf dans Next Generation drôle, c'est que c'était du 90-10 ou au pire du 80-20. Allez, disons du 70-30. Mais ça peut pas devenir du 100-0, si tu veux. Ça peut pas être un personnage, je sais pas, le Jar Jar de Star Trek, si tu veux. Ouais. J'aime bien Jar Jar, accessoirement, mais ça peut pas être ça, si tu veux. Et c'est vrai que là, le problème, et même dans l'épisode du jour, dont on va parler, que j'ai adoré, il a une scène qui est par ailleurs très réussie et très drôle, mais qui est uniquement une scène drôle. Et c'est vrai que tu sens que c'est devenu une sorte de défouloir bien pratique, et comme il n'y a pas beaucoup de personnages drôles, jusqu'à maintenant, il ne se contente que de Spock, en fait. Bon, le docteur la nouvelle ingénieure va bien rattraper ça, j'espère. Ouais, je pense aussi. Toujours sur cette histoire de procès, j'avais juste un dernier petit truc à dire, parce que je sentais venir l'idée comme quoi, forcément, moi qui aime bien l'idée d'une fédération et de Starfleet qui reste dans son cadre utopique, j'allais surtout me plaindre du fait que voilà, l'utopie en prend encore un coup dans sa gueule avec ce procès, parce que bon, quand même, ok, qu'il y ait des points obscurs, qu'il y ait des trucs comme ça, des zones de tension au niveau du droit, pourquoi pas, mais là on est quand même sur une condamnation pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on fait. C'est un petit peu le b.a.-ba quand même de ce qui devrait correspondre à une morale éclairée, il me semble. Là vraiment il tombe très très bas. Et c'est vrai que ce qui manque surtout à l'épisode, c'est l'absence des parents de Una, parce qu'en réalité c'est eux du coup les responsables de son état, donc c'est à eux de répondre de ça et pas à elle, clairement. Mais elle répond surtout finalement au mensonge qu'elle a fait à Starfleet en réalité, qui découle de son état. Mais c'est clair que cette partie-là, c'est pareil. Il y a Romain Nigita qui se plaignait que les épisodes étaient trop longs, et peut-être il aurait fallu un épisode d'1h30 pour combler un peu tous les effets de bord des choix scénaristiques. J'avais entendu ça sur la longueur de l'épisode. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je crois que c'est toujours bien fait, bien éclairé. Les comédiens sont vachement bons de manière générale. Ça se regarde toujours avec plaisir. Je me suis rarement fait chier, même quand les épisodes sont pas terribles, comme par exemple le premier de la saison, où je me suis bien marré à écouter votre podcast. C'était assez rigolo. J'étais là, oh mon Dieu, ça y est, ils ont vu la lumière noire du désespoir, l'obscure clarté des illusions détruites les a atteints. Ils citent même unification. Oh aïe aïe, ça va mal. Mais puis la barre était un petit peu redressée quand même par la suite. Mais bon, le fait est que c'est toujours plaisant à voir. Donc je vois jamais le temps passer, même quand les épisodes sont mauvais. Bon, c'est déjà ça. Du coup, justement, la barre, elle a été un peu relevée, comme tu l'as dit, notamment avec l'épisode du jour, peut-être. Et du coup, on va commencer à en parler, et surtout avec un point casting, parce que c'est vrai que dans le podcast qu'on a fait sur la première saison, on avait déjà parlé de cette nouvelle itération de James T. Kirk, qui était donc joué par Paul Wesley, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se pencher vraiment sur l'acteur, et du coup, Romain va nous en parler. Ouais, alors Paul Wesley, dont on parle beaucoup depuis l'année dernière dans l'univers Star Trek, parce qu'il reprend quand même un rôle emblématique, celui du capitaine James T. Kirk, donc c'est le 3e acteur après William Shatner, évidemment, Chris Pine, et Paul Wesley est donc la 3e incarnation du capitaine Kirk. D'abord, je commence par son âge, il a 40 ans, il est né en 82. C'est important parce que c'est ce qui a quand même le plus surpris à l'annonce du casting. Les gens se sont demandé pourquoi on recrutait un acteur de 40 ans pour jouer un personnage autour de 25 ans, si je dis pas de bêtises. En effet, la question continue de se poser parce que il est très beau garçon, mais il fait son âge, moi je trouve, il fait ses 40 ans. C'est un point de détail, mais je sais que toi, Guigui, ça te dérange particulièrement. Sa carrière, elle est assez intéressante finalement. Il démarre assez tôt. Il démarre dans ses 20 ans, dans les années 2000.
Smallville. Il va jouer dans quasiment toutes les séries, et en particulier les séries ados de ces années-là. Je vais en citer quelques-unes. Alors, des apparitions à chaque fois, hein, des personnages rapides, mais Smallville, The O.C., CSI, Everwood, American Dreams, CSI New York, Law & Order, Crossing Jordan. Voilà, il y a de fortes chances qu'on l'ait tous vus au moins une fois sans même s'en être rendu compte, parce que c'est des séries qu'on a beaucoup vues. Il a aussi fait 4 épisodes de 24 heures chrono. Évidemment, il explose dans The Vampire Diaries, dans lequel il joue le rôle de Stéphane Salvatore, qui est vraiment l'un des personnages emblématiques de cette série pour ceux qui l'ont vu. Il va quand même faire 171 épisodes, hein, de 2009 à 2017, donc c'est vraiment là qu'il explose. Il continue en parallèle et après à faire des apparitions dans des séries. On peut pas dire qu'il a explosé, mais il est resté dans une bonne dynamique suite à Vampire Diaries, jusqu'à en effet son engagement, j'ai envie de dire, dans Strange New Worlds en tant que Captain James T. Kirk. Petite anecdote sur lui, il est polonais d'origine. Enfin, il est né aux États-Unis, mais son père et sa mère sont polonais. Il a d'ailleurs changé de nom. Son vrai nom, c'est Paul Wasilewski. Et puis, voilà, moi, je l'aime beaucoup. Et ben du coup, pour parler vraiment de l'épisode dans son ensemble, on va faire un petit tour de table sans spoiler pour commencer. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine, sans spoiler, donc Hugo? Ah là 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 là, c'était compliqué parce que on a envie, un épisode temporel, normalement ça fait toujours plaisir. On a envie que ce soit sympa, on découvre donc un peu plus cette nouvelle itération de Kirk. On a l'occasion de suivre en mode solo un personnage, ce qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on avait perdu avec les scènes à épisodes, enfin les longues saisons qui se suivent avec une seule histoire. Là, le fait de revenir à un formula show, hein, une histoire par épisode, ça permet de retrouver aussi ce petit plaisir qu'on avait dans les anciennes séries, d'avoir des épisodes entièrement consacrés à un personnage qu'on va pouvoir approfondir tranquillement. Comme on disait tout à l'heure, le problème c'est que il y a pas mal de personnages sur la passerelle et il y a pas beaucoup d'épisodes dans les saisons modernes, donc je suis pas sûr que tout le monde ait droit à un même traitement. Donc là ils l'ont fait une fois de plus, j'ai envie de dire, avec Kamina Drummer, et ça c'est cool. Parce que le personnage est sympa, hein. Enfin, Kamina Drummer, je devrais dire. Kamina, tu as pensé à The Expanse aussi, parce que là t'as cité, elle a le même maquillage, c'est presque le même personnage, on est d'accord. C'est Kamina. C'est Kamina Drummer. Moi je l'appelle Kamina Drummer, mais. Ah mais on est d'accord. C'est Kamina Drummer, c'est la petite brune un peu vénère avec son smokey eyes. Ils ont trouvé le personnage, enfin ils ont vu que le public accrochait au personnage, ils l'ont pris, copié, collé dans Star Trek, pas de problème. Et bon, ma foi, écoutez, aujourd'hui tout le monde parle de Deep Space Nine, les plus grands mondes parlent de Babylon 5, donc ils ont raison au final. Ça sera Lan et pas Kamina Drummer dans la tête de tout le monde. Je sais pas. Mais ça se voyait un petit peu quand même. Bref, en tout cas, le personnage, on le suit en solo, ça c'est plutôt sympa. Mais une histoire temporelle, ça se fait pas comme ça. C'est pas évident de pas se prendre les pieds dans le tapis en termes de scénario. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis quand même. Ok. Et toi, Marina ? Eh ben moi alors je suis d'accord sur Lan est égal à Kamina parce que je me suis fait la même remarque pendant l'épisode, même si je dois dire que Kamina est quand même beaucoup plus dark. Et en fait moi j'ai beaucoup aimé, par contre j'ai passé un bon moment, ça a caressé mes zones de plaisir parce que un épisode avec Kirk en séducteur et puis le petit côté, on en parlera en zone spoiler, mais il y a des petits côtés que j'ai bien aimés dans les développements des personnages. Je suis d'accord qu'un épisode temporel, c'est pas évident à faire, mais là, moi, j'ai bien accroché. J'ai dû le revoir 2 fois quand même pour être sûre que voilà, j'avais tout bien compris. Mais moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, alors, je suis d'accord aussi avec Hugo sur le fait que, on en discutait avant, que le problème avec 10 épisodes uniquement, c'est quand même compliqué de faire des épisodes uniquement avec un personnage et ne pas développer les autres. Là, quand même, moi, je suis quand même très amoureuse de Pike aussi. J'ai envie de le voir. Désolée de m'épancher sur mes sentiments amoureux pour des personnages de fiction que je ne rencontrerai jamais. Mais en fait, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé. Ça m'a rappelé plein d'épisodes temporels et notamment The City on the Edge of Forever par le côté un peu on arrive en pleine crise, il se passe des choses et voilà. Et ça m'a fait penser aussi à Starsky Hutch pour une certaine poursuite en voiture. Voilà. Donc, mais on en parlera. Voilà. Ça marche. Et toi, Romain ?
Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode et je m'y attendais pas parce que franchement le scénario en lui-même clairement c'est du réchauffé, même dans Star Trek ça a été vu, fait et refait. L'épisode est intéressant parce que c'est une sorte de miroir inversé de City of the Edge Forever. On en parlera plus dans la zone spoiler, mais tu sens que l'inspiration vient clairement de là. Mais je pense que ce qui fait l'épisode, très sincèrement, c'est pas son scénario qui est finalement assez bateau, c'est pas ses références qui continuent de m'agacer énormément sur le personnage de Khan qui t'as l'impression est devenu quand c'est pas les Borg c'est Khan, quand c'est pas Khan c'est les Borg quoi, en gros pour résumer. Mais par contre, ce qui a fait que l'épisode a pour le coup touché mes zones de plaisir pour de vrai, Marina, pour te citer, c'est la relation, c'est les deux personnages principaux et leur relation. J'y ai cru à chaque seconde et demie. Je comprends pas pourquoi j'ai cet amour pour Paul Wesley en tant que Kirk, parce que je trouve qu'à aucun moment c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais disons que moi en tant qu'individu je ne vois pas Kirk quand je vois ces scènes, j'arrive pas à faire abstraction de ça, et pourtant je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Le personnage de Lan, c'est un archétype, mais c'est un archétype que Christina Chong joue particulièrement bien. Et la relation des deux, j'y ai cru, mais à chaque seconde, et jusqu'à la dernière scène de l'épisode, j'ai vraiment été dedans. Et je l'ai revu l'épisode aujourd'hui, ce que je fais très rarement. Hein. C'est devenu assez rare aujourd'hui que je revoie des épisodes. Faut vraiment que j'ai cette envie. Et c'est rare aussi que je me réveille le lendemain d'avoir vu un épisode en y repensant encore d'une certaine façon, et ça a vraiment été le cas cette fois. Donc ouais, très très emballé. Je pense que c'est vraiment un de mes épisodes préférés de Stranger Worlds en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment un super épisode pour les raisons que tu as citées, hein, principalement parce que Christina Chong, elle crève l'écran. Pour Kirk, bon, on en reparlera un peu plus en détail dans la zone spoiler. Mais en tout cas, c'est vrai que l'épisode, c'est clairement une inspiration, pour pas dire un remake de l'épisode Contretemps de la série classique. Mais pour autant... Et bah ouais, ça marche parce que justement, on parlait tout à l'heure du fait d'avoir, comme dans la nouvelle génération, des épisodes indépendants pour développer des personnages, mais ça permet de développer pas que les personnages, ça permet aussi de développer un peu la vie sur le vaisseau. Et du coup, pour développer tout ça, on va passer directement dans la zone spoiler. Red alert! Collez la main sur le panneau et ouvrez-moi cette porte. Non. Vous savez qui est dans cette chambre, non? Vous avez l'intention de tuer Khan Noonien Singh. Pourquoi? Parce qu'une simulation informatique me l'a demandé. Vous plaisantez, j'espère. Les lignes temporelles, c'est extrêmement mystérieux. Et trop complexe pour qu'on essaie de les manipuler à l'intuition. Alors on a conçu des ordinateurs pour simuler les changements à effectuer en fonction de ce qu'on souhaite. Alors c'est ça votre mission? Khan est censé devenir un affreux tyran. Peut-être que l'humanité doit traverser les horreurs de son règne pour accéder à un nouveau siècle des Lumières. Ou alors peut-être que tout ça n'a rien à voir. Tout ce qui compte, c'est que je sais que si je le tue, la Fédération ne sera jamais formée. Et l'Empire romulien perdra son plus grand adversaire. Mais vous savez, il y a tellement de gens qui ont essayé d'influencer ces événements, de les arrêter ou de les retarder. Il y a même eu des guerres temporelles violentes entre plusieurs factions. Et finalement, c'est comme si le temps lui-même essayait de reprendre son cours initial en réinsérant les événements qu'on a changés. Bref, tout ça aurait dû se passer en 92 et moi, je reste coincée sur cette maudite planète depuis 30 ans 30 ans que j'attends l'occasion de le tuer, alors je vais pas renoncer maintenant. Ouvrez tout de suite. Vous ne m'avez pas reconnu. Je suis Laan Noonien Singh. Mon ancêtre était Khan Noonien Singh. Ce qu'il a légué à l'avenir, c'est un génocide. D'horribles souffrances. Et moi? On vous a donné un appareil qui vous protège et vous permet de survivre aux modifications temporelles. Donc même si je tue Khan, vous allez pouvoir rester vivre la vie que vous voulez. Et vous aurez plus à porter le poids de son nom de famille. Ce sera fini, Laan. Vous serez enfin libre. Warning. Donc, l'épisode 3, Demain et Demain et Demain, écrit par David Reed et réalisé par Amanda Rowe, va nous montrer donc Laan qui remonte le temps sur la Terre du 21e siècle pour empêcher une attaque qui modifiera l'histoire future de l'humanité et va la mettre aussi face à son héritage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on développe le personnage de Laan, mais on développe aussi des tranches de vie sur l'Enterprise. Et ça, c'est un truc de toute la période où on faisait des reviews sur les épisodes de Discovery. On disait, mais voilà, ça nous manque, ces vies un peu de quotidien sur le vaisseau pour
justement comprendre comment ces personnages vivent et ne soient pas que des fonctions narratives et qu'ils aient vraiment un caractère, des envies, des choses qu'ils aiment bien, etc. Mais oui, et donc du coup là, on a enfin des scènes de quotidien. Guigui, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi c'est une pure scène de Star Trek The Next Generation pour le coup. Ouais, ça aurait pu vraiment être l'intro d'un épisode de Next G avec Data ou... Mais clairement, où Talan qui, je sais plus, visiblement il y a des Nobuliens qui accusent le gars du téléporteur d'avoir perdu un truc et il dit mais non mais le téléporteur ça ne vole rien. Enfin c'est vraiment, ça part... C'est génial. Ça a l'air... On a envie d'en savoir plus d'ailleurs sur cette scène, c'est très court, c'est quelques secondes. Et puis on a cette fameuse scène aussi, on voit Lan qui s'entraîne à la boxe comme Marina aujourd'hui avec le docteur Menga. Et du coup ce que j'ai trouvé qui était très intéressant dans cette scène là, c'est que le docteur lui dit bon, t'en as gros sur la patate pour plein de trucs, t'évacues pas. Mais elle commence l'épisode avec un certain bagage, mais elle va finir l'épisode avec encore plus de bagages dont elle ne pourra même pas parler. Et j'ai trouvé que du coup ce lancement de l'épisode avec cette thématique là qui je pense va déboucher sur quelque chose à un moment donné était plutôt finement amené. Le docteur amène sur quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que finalement il t'amène ça comme un personnage colérique et t'as l'impression même que quand il lui dit ton agro, pour citer nos amis de Kaamelott, t'as l'impression qu'il parle justement de cette colère qu'elle a accumulée en elle, mais la conclusion de la scène est assez surprenante puisque tu te rends compte qu'en fait le problème c'est pas sa colère, c'est sa solitude en fait. Et finalement, je trouve que tu comprends beaucoup mieux l'épisode quand t'as compris que finalement, la Han, son gros problème, c'est pas tellement d'être vénère, c'est d'être très seul. Très, très seul, en fait. Moi, je suis assez d'accord. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé aussi cette scène d'introduction. Et j'ai trouvé qu'en 2 minutes, enfin même moins, en fait, ils arrivaient à nous faire vivre des tranches de vie, à faire ressentir, à faire passer des choses. Parce que parfois, des tonnes de scénarios et des heures d'épisodes n'arrivent pas. Là, ils ont été brillants. Les mots sont lâchés. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que je veux absolument dire dans cet épisode et que je vais oublier de dire, donc je vais le dire tout de suite. Le scénario lui-même de l'épisode, c'est à peu près, et c'est Manu qui l'a dit, donc je le cite, c'est à peu près les 3/4 de la saison de Picard saison 2. Et franchement, c'est marrant comme ça conforte quand même ce qu'on a toujours pensé, c'est que ces séries feuilletonnantes, finalement, prennent le scénario qui aurait pu être celle d'un épisode, entre guillemets, banal, pour en faire des saisons qui sont beaucoup, beaucoup trop longues. Alors que finalement, même, ce qui est incroyable par rapport à ce que vient de dire Marina, c'est que même du développement de caractère et même du développement de vie arrive à être mieux fait en un seul épisode, et je trouve ça assez remarquable. Avec un épisode comme ça, on peut mettre le focus, c'est ce qu'on disait, sur un personnage, alors qu'une histoire qui doit faire la part belle à tout le monde, elle traite tous, et donc elle traite rien au final. Ouais, c'est bien dit, ça résume parfaitement le problème. Mais pour autant, donc du coup, ça ne sera que de courte durée parce qu'il y a donc un gars qui apparaît et qui va lui donner un appareil. Et puis ce gars, il semble venir du futur. Non, ça semble être un gars du futur qui vient du passé et qui lui donne donc une espèce de device qui semble tout droit venu de l'USS Relativity. Donc c'est vrai que ça fait vachement plaisir. Je vais pas mentir. Et donc ce gars-là, il donne ce device. Il a été touché par balle et hop, il meurt et il disparaît. Donc ça change visiblement la timeline. Il lui a dit d'aller sur la passerelle, sur le pont. Donc elle s'y rend et là, au lieu de trouver Pike à la place du capitaine, elle se retrouve donc face à James T. Kirk sur une version un peu chelou de l'Enterprise, en tout cas différente. Donc c'est une version alternative des événements où la Fédération n'existe pas, mais bizarrement l'Enterprise oui, avec Kirk à sa tête. Donc ça c'est toujours un petit peu chelou. Mais à partir du moment où par exemple, parce qu'en fait donc il y a eu un gros bifurquement temporel, donc c'est vraiment une autre timeline, tout est différent. Et à partir du moment où on a l'épisode miroir dans la série classique qui te montre que même si tout est différent, bah, t'as quand même les mêmes personnages. Bon voilà, si t'as accepté l'épisode miroir, je pense que tu peux accepter ça aussi. Ah non mais justement, je suis désolé, c'est là le problème, c'est que c'est pas la même chose une uchronie où un événement dans le passé a complètement changé les choses et un univers miroir tel qu'il est présenté qui n'est pas le fruit d'une uchronie mais qui est le fruit d'une espèce de distorsion d'une réalité vers une autre. C'est pas tout à fait le même contexte. Alors bon, on va pas se mentir, c'est devenu un trope aujourd'hui, même s'il y a eu une uchronie, on retrouve les mêmes personnages. On voit Spock à l'écran. Spock, qu'est-ce qui a pu se passer pour que malgré tout les parents de Spock se rencontrent dans un monde où il n'y a pas la Fédération, c'est le même Spock, donc a priori à moitié humain. On retrouve les mêmes personnages sur la passerelle. S'il y avait eu un changement de 100 ans plus tôt, la probabilité pour que les personnages ne fassent qu'exister génétiquement de par les rencontres de leurs ancêtres, c'est peanuts quoi, c'est pas possible. Non, je suis d'accord avec toi Hugo, mais je vois pas trop en effet la différence avec un épisode miroir parce que c'est aussi des uchronies constantes. Les épisodes miroirs, c'est des centaines. Là, au lieu que ça soit un événement, c'est des milliers et des milliards d'événements qui se sont pas déroulés comme. C'est vrai, mais c'est pas expliqué par un événement qui a
enclencher une uchronie, c'est expliqué par une espèce de synchronicité continuelle entre deux univers. C'est pour ça qu'on l'appelle miroir. C'est pas une autoroute qui a bifurqué avec un moment, un instant T, façon le maître du haut château, etc. Ou que sais-je, toutes les uchronies qu'on connaît, For All Mankind, etc. L'univers miroir, c'est vraiment, c'est ça, c'est un miroir déformant en continu. Et on retrouve toujours les mêmes personnages, et c'est logique, et on l'accepte comme ça. Mais de toute façon, attends, je fais pas un procès, hein, ils vont pas refaire un nouveau casting, ils vont pas changer entièrement le casting, bon, même si c'est qu'une séquence, mais imaginons que l'entièreté de l'épisode se déroule dans cette espèce de monde parallèle, donc pas la fédération, mais cette union terrienne. Évidemment qu'on va revoir les mêmes tronches, évidemment que c'est les mêmes personnages qu'on va suivre, mais c'est devenu un trope dans le sens où on se pose plus trop la question, alors qu'en fait, ça pose question. Y a pas de raison que ces personnages-là existent encore avec quelque chose qui a tout changé il y a 200 ans. Oui, ça c'est sûr, on est complètement d'accord, même on est obligé de l'accepter. Même tu vois par exemple l'univers miroir, ce que tu dis c'est logique dans le lore qui a été défini dans Star Trek. Même si en réalité, si on se pose 2 minutes, je vois pas comment ça peut être un truc qui existe, tu vois. Un truc, parce que c'est tellement forcé, c'est tellement étrange comme concept que, à part dans Rick et Morty où tout est possible, j'ai du mal à imaginer comment une telle chose peut exister. Mais t'as raison, hein, c'est complètement bancal, et à la place de Kirk, on aurait très bien pu mettre autre chose, mais du coup, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même casting. Et d'ailleurs, on se dit bien aussi que peut-être, ils ont pas un budget pour refaire un décor de passerelle d'Enterprise et refaire les costumes. Oui, parce que sinon, oui, ils auraient dû au moins refaire, je sais pas moi, la couleur des fringues, mettre autre chose. Mais elle s'en serait rendu compte avant de rentrer sur la passerelle. Oui, c'est vrai. Dès la coursive, elle aurait vu que tout a changé. En vrai, c'est pas très important pour le reste de l'épisode. Ouais. C'est ça clair, surtout. C'est que, en effet, et c'est des contraintes de budget, bon, la scène aurait pu se dérouler sur un autre vaisseau, machin, mais finalement, c'est pas fondamental. L'important, c'est qu'elle se retrouve avec un Kirk qui, d'ailleurs, lui-même, pour le coup, est un Kirk quand même assez différent du Kirk que l'on connaît. C'est pas vraiment le même Kirk non plus, parce que, ouais, il est clairement différent dans certaines de ses attitudes. Donc en tout cas, elle arrive sur la passerelle, elle voit qu'il y a une guerre avec les Romuliens, on voit une sorte de Capitaine Spock qui est en difficulté, etc. Et donc elle lui dit, elle le prend un peu à part, elle discute et elle lui explique un peu ce qu'elle pense avoir compris qui lui arrive. Et il se chamaille un petit peu en tripoutant un petit peu donc l'appareil du Relativity, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Évidemment, en appuyant sur le bouton, il se retrouve donc projeté au 21e siècle. À quelle année exactement, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se retrouve à Toronto, donc au Canada. Ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Non, mais c'est génial que ça se passe à Toronto, pour le coup. C'est génial qu'un épisode... Alors, ça reste l'Amérique du Nord, hein, certes, ça se passe pas à Paris, à Londres, ou mieux en Afrique ou en Asie. Mais putain, ça fait du bien qu'ils aient pas fait semblant de tourner à New York pour la 1000e fois, tu sais, avec des bâtiments hauts et des décors carton-pâte. Là, ils jouent la carte du Canada à fond. Ils jouent le carte de la météo du Canada. Il y a même des poursuites en bagnole dans les rues, et je sais pas, j'ai trouvé ça vachement pour le coup, pour un voyage dans le temps à la Star Trek, j'ai trouvé ça vachement rafraîchissant qu'ils s'en retrouvent pas pour la milliardième fois aux États-Unis en fait. Ça a beaucoup plu en tout cas sur le net, j'ai vu plein d'anglo-saxons commenter en disant « Ah, Toronto !» C'était comme des fous. Bon, en tout cas, dès le début, ils se posent la question de l'argent, parce que l'argent, donc, ils n'en ont pas, et pour réussir à en récupérer, ne serait-ce que pour acheter à manger, Kirk va se confronter à des habitants qu'il va croiser comme ça, va faire des paris, en jouant aux échecs, et moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et tu parlais tout à l'heure, Romain, de séquences où tu avais peut-être l'impression de retrouver Kirk. Bah, moi, c'est un petit moment, il y a des petits plans, des petites répliques qui m'ont fait penser à Kirk à ce moment-là, en fait. Ouais, le fait qu'il soit super bon aux échecs, ça fait penser à un stratège de génie, 5 coups d'avance, etc. Et puis c'est surtout sa façon un peu de se la péter, mais sans trop en faire en fait. C'est surtout ce côté un peu roublard, sans écraser pour autant les autres, quoi. C'est le petit malin, quoi. Ouais, c'est juste dommage que toutes ces compétences ne servent pas du tout par la suite, en tout cas dans cette histoire-là, parce que... On va en reparler. C'était sympa comme scène, mais c'est vu pour le coup 1000 fois. Moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est les interactions avec Lan. Je trouve que c'est un super duo. Je trouve qu'il fonctionne très très bien pendant tout l'épisode. C'est plus ça qui m'a fait les petites répliques, les regards, le couple improbable en fait. Tu m'aurais dit Lan, Kirk, il y a 24 heures, je t'aurais dit quoi ?
Et là, moi, je les aime beaucoup ensemble. Moi qui suis fan d'échecs et obsédé par les échecs depuis pas mal de temps, j'ai aimé la scène, mais parce que j'étais content de voir des échecs dans Star Trek. Ça, c'est quand même, vous l'avez compris, il le dit, hein, mais c'est pour revenir au fait qu'il jouait régulièrement au 3D chess, aux échecs 3D avec Spock. Donc ça sort pas de nulle part. C'est vrai que j'aurais plutôt imaginé Kirk. D'ailleurs, il y avait une scène dans le jeu vidéo Star Trek Judgment Right où tu voyais plutôt dans des circonstances un peu équivalentes Star Trek Kirk gagner de l'argent en jouant au poker. J'imaginais plutôt Kirk jouer au poker qu'aux échecs, mais finalement c'est assez logique et en effet ça existe vraiment, hein, je pense que vous le savez, mais ça existe vraiment ces squares d'échecs en Amérique du Nord où on peut parier de l'argent pour jouer aux échecs. Ça existe dans toutes les grandes villes, donc non, pourquoi pas. C'est vrai que la petite remarque, la version 2D c'est vraiment pour les demeurer, c'était assez rigolo. Ouais, mais c'est pareil, c'est l'interaction avec l'âne qui marche, c'est la remarque. On a déjà parlé du fait qu'il s'était un petit peu chamaillé dès le premier contact là dans le bureau et moi ça fait de toute façon ce qui m'a le plus gêné dans cet épisode, c'est pas tellement l'aspect temporel et les conneries que ça pourrait entraîner, c'est surtout l'aspect rom-com complètement forcé et c'est vraiment les grosses ficelles de la romantique de la Oula, je vais y arriver, de la comédie romantique à l'américaine. Enfin, vous connaissez l'expression first they meet, two they fight, three they fuck. Bon, là, they fuck pas. Ils ne fuck pas, on est d'accord. Si, il y a juste Kirk qui se fait fucker, mais pas de la façon dont on imagine, quoi. C'est vrai. Non, mais par contre, le fait d'avoir ces petites piques et ces petites tensions comme ça dans un couple, on sait exactement à quoi ça sert, quoi. C'est pour préparer, évidemment, le love interest Mais c'est parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans la vie, tout simplement. Ouais, mais ça marche. J'allais dire parce que dans la vraie vie tu fight mais tu fuck pas, c'est pour ça que c'est pas crédible. Mais moi je trouve que ça marche. Moi j'ai passé un bon moment, mais réellement. Et oui, moi aussi je vois les ficelles grosses comme une maison. Enfin c'est grosse comme des cordes d'amarrage de bateaux de croisière. Comme des nacelles d'Enterprise. Mais voilà. on va continuer à en parler de cette histoire de love interest, enfin de subplot romantique. Et je le trouve complètement forcé et j'ai une solution qui est pas de moi d'ailleurs, qui est de ma compagne, qui en regardant l'épisode a tout de suite dit ça. On en parlera quand on y sera, mais continuons. On peut en parler tout de suite, hein, si tu veux, parce que maintenant qu'on est là, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un peu abusées, comme par exemple quand Anne, elle se lève dans l'hôtel et qu'elle le regarde dormir. Oui, bon, mais il y a juste ce moment-là que j'ai trouvé peut-être un petit peu abusé. Et lui qui a les yeux ouverts. Alors déjà, le simple fait qu'il pionce alors qu'il devrait être à regarder la télé, ça aussi c'est une réflexion de ma compagne, il devrait être là à échanger les idées, à savoir quel est ce monde exactement, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, il pionce. Bon, ok, pourquoi pas, il faut bien dormir un petit peu. Mais que au lieu de dormir, elle se lève pour aller le mater, et que lui, les yeux ouverts dans le lit, il pose une situation de tension sentimentalo, je ne sais quoi, alors que il y a rien, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Il y a rien qui l'a. Je sais pas trop, hein, parce que elle l'a vu torse nu. Elle l'a vu torse nu moins de 6 heures auparavant dans une cabine d'essayage. Non, mais en même temps, quand je sais pas moi, quand t'as un coup de foudre avec quelqu'un, ça t'arrive comme un cheveu sur la soupe, peu importe la situation. Et en plus de ça, c'est vrai que moi je suis d'accord. On peut se dire oui là, il devrait enquêter, être à fond dessus. Mais en même temps, ils savent pas quelle est l'urgence. Ils savent même pas s'il y a une urgence tout court. Ça se trouve, ils auraient pu passer 10 ans à l'endroit là, à tourner en rond. Voilà. Et ben tu vois, c'est exactement ça que l'idée qu'a eu ma compagne et sur laquelle je suis tout à fait d'accord avec elle. Ils auraient dû arriver beaucoup trop tôt et avoir besoin de passer un certain temps ensemble, parce que là, il s'écoule quoi? Il s'écoule même pas 48 heures. Ouais, deux jours à peu près, ouais. Et du coup, alors je veux pas brûler les étapes et parler de sa réaction à la fin, mais sa réaction à la fin, moi je la trouve totalement disproportionnée. Mais ça peut être... Attends. Là-dessus, moi est-ce que tu as vu Hors d'atteinte, Out of Sight de Steven Soderbergh avec Jennifer Lopez et George Clooney? Ils sont dans la voiture, piégés, et en fait, ils sont en train elle joue le rôle d'une flic, George Clooney d'un malfrat. Ils sont forcés d'être dans la voiture ensemble et ils discutent justement de situations improbables. Et là, ils parlent des 3 jours du Condor, le film avec Robert Redford où ils rencontrent Faye Dunaway et en moins de 24 heures, ils couchent ensemble et ils discutent de l'improbabilité de cette scène. Et ben dans Hors d'atteinte, c'est pareil, c'est l'improbabilité des relations. Donc c'est un trope effectivement des films américains, des comédies romantiques, mais c'est tout à fait crédible qu'on se rencontre. On est jamais arrivé, Hugo. Voilà, mais c'est déjà traité en fait dans les.
il y a plein de films qui ont créé des situations comme ça improbables où entre Redford et Dunaway ou Lopez et Clooney, mais ça marche. Elle est pas si improbable que ça, cette situation-là, parce que c'est quand même deux personnes, qui sont quand même attirants, donc forcément ça c'est déjà un plus, qui sont célibataires, mais qui sont surtout dans une situation qui est un peu stressante et qui vivent une aventure, quoi. Quand tu vis un truc comme ça, moi je pense que ça décuple un petit peu tes émotions et puis ça te fait faire des trucs que tu ferais pas d'habitude. Alors de la part de Kirk, le womanizer qui tente le kiss, etc. Bon, je peux le comprendre, même si j'ai du mal à coller ce comportement à l'acteur qui fait donc Kirk là, parce que je sais pas, il y a pas le côté sale gosse, je trouve, à la fois de Shatner et de Pine et de Chris Pine. Cet œil malicieux, tu veux dire? Ouais, il fait très sérieux, parce que je trouve que c'est un peu Kirk version comptable. Hugo, ne parle pas comme ça de mon futur mari. Non, mais encore une fois, Hugo, là-dessus, on débat de ça depuis longtemps, mais encore une fois, le Kirk de la série classique est quand même très différent du Kirk qui est apparu après, même dans les films, et encore plus dans la version Pine. Moi, je trouve pas qu'il y ait une incompatibilité majeure entre le personnage tel qu'il est présenté là et le personnage de Kirk de la série classique. À la limite, j'ai presque envie de dire qu'il est moins charmant, presque. C'est-à-dire que finalement... C'est exactement ce que je dis, c'est ça le truc. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un personnage peut être interprété et incarné différemment selon l'époque, selon l'acteur, selon etc. J'ai pas de problème avec ça. Le mec pourrait choisir de faire un Kirk plus cérébral, plus tout ce que vous voulez, et changer, shifter un petit peu le perso, ça me pose pas de souci. Par contre là, dans son comportement, on a l'impression qu'ils ont collé le comportement de l'ancien Kirk au nouveau Kirk. Dans le côté, je roule une pelle et je tente ma chance, quoi. Petit côté en chien, qu'on va dire. Et c'est ça que j'ai trouvé, je trouvais que ça collait pas aussi bien à ce Kirk-là, alors que ça aurait très bien pu coller avec les autres Kirk, Chris Pine ou Shatner. Je sais pas, moi je suis comme Romain et Marina, c'est vrai que j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux acteurs suffisait à me faire croire à la scène, en fait. Et je voulais finir là-dessus, Hugo. Premièrement, tu as totalement raison sur le fait que l'épisode reprend tous les codes de la rom-com américaine, tous, sans exception. Mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'une rom-com fonctionne ou ne fonctionne pas en sachant que le scénario est peu ou prou le même dans tous les films de rom-com qui existent? C'est l'alchimie entre les acteurs, c'est tout. Et je pense que ce qui fait le succès ou le non-succès de cet épisode, c'est si tu crois dans les personnages ou si tu crois pas. Moi, j'y ai cru, et je pense que Marina et Guigui probablement aussi. Si toi, tu as moins cru, je suis pas du tout surpris que t'aies pas la même opinion que nous sur cet épisode. Et je pense sincèrement que si moi j'avais pas cru, tu vois, si ça avait été d'autres acteurs ou d'autres personnages, j'aurais passé un moment terrible, honnêtement. Paul Wesley, j'ai des sentiments assez ambivalents en ce qui le concerne, lui et sa performance, mais je pense que Christina Chong, elle crève l'écran pour deux, quoi, de toute façon. Donc pour moi, c'est vraiment elle. Avec Paul Wesley, vraiment. C'est vrai, déjà, alors pour le coup, dans une rom-com, il faut être deux, c'est-à-dire que si t'as Julia Roberts, mais qu'à la place de Richard Gere, tu mets tu mets Danny DeVito, là, ça va faire un Pretty Woman un peu différent. Pense que ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. Le pire, c'est que ça peut marcher, mais pour différentes raisons. Et moi, non, Paul Wesley, je suis désolé, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, Guigui, aide-moi, mais ça marche. Ça marche. Désolé. Mais ils sont trop mignons ensemble. Oui, ça, ils sont plutôt mignons. Je les adore. En tout cas, pour revenir un petit peu, il y a un truc quand même que les rom-coms américaines en général, elles ont pas, c'est les torpilles à photons romuliennes qui détruisent des ponts. Ça, c'est quand même, je pense, une originalité de cette rom-com. ça manque en règle générale. Et du coup, là, c'est bien. Donc ouais, moi j'ai bien aimé quand même si cette petite histoire temporelle de bifurcation, qu'en fait les Romuliens, ils sont là pour ralentir l'humanité par petites touches. Sauf que bon, t'as la Romulienne qui rencontre, en fait, elle se fait passer un peu pour une complotiste, et etc. Puis en fait, tout ce qu'elle dit, c'est plutôt vrai, mais sauf qu'elle, elle a une mission encore en plus qui se rajoute, c'est qu'elle y va franchement, elle dit, bon, alors en fait, il faut buter Cannes. En butant Cannes, ça va vraiment tout niquer, il n'y aura pas de fédération, etc. Et du coup, on a beaucoup cité l'épisode Contretemps tout à l'heure, mais en fait, c'est exactement les mêmes enjeux que Contretemps, c'est-à-dire que dans Contretemps, dans la série classique, oui, c'est l'inverse. C'est pas exactement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans Contretemps... Non, c'est l'inverse par rapport à la mort ou la vie d'une personne. Mais sinon, c'est en gros, tu peux résumer ça en disant, dans Contretemps, il faut qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale pour que la Fédération puisse exister. Et cette Deuxième Guerre mondiale n'existera que à travers le destin d'une personne. Et ben là, c'est pareil. Pour que la Fédération existe, il faut qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Et pour que la Troisième Guerre mondiale existe, ça se fait à travers le destin d'une personne. Donc, dans Contretemps, il fallait que la personne-là, elle meure. Et ici, il faut que la personne, elle
vivent. Mais sinon, c'est la même chose finalement, tu vois. Alors, il s'agissait pas d'éviter la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait d'éviter l'intervention américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est vrai, Donc, pardon. il s'agissait d'éviter plutôt la façon dont elle allait se dérouler. Mais moi, je trouve quand même que pour le coup, je trouve ça mal. On parlait d'univers miroir tout à l'heure, je trouve ça assez malin. C'est-à-dire que dans l'un, il fallait laisser mourir une personne bonne pour que l'humanité tienne. Et là, il faut laisser vivre une personne mauvaise, en fait. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et je trouve que les deux sujets vraiment se complètent bien. À ceci près, quand même, que je suis un peu surpris par la réaction de Lan quand elle finit par trouver Khan à la fin de l'épisode. Parce que le fait qu'elle accepte, si tu veux, qu'il faille laisser vivre Khan pour que tout se déroule comme prévu, ok. Le fait qu'elle ait presque une forme d'empathie pour cet enfant à ce moment-là précis, je trouve ça un peu curieux. Moi, j'ai trouvé ça un peu curieux. J'ai pas très très bien compris le message que voulaient faire passer les scénaristes dans cette scène. La scène, après, elle a l'air de s'en vouloir, parce que c'est d'avoir regretté un petit peu peut-être ce moment de compassion, parce qu'elle a l'air d'être vraiment vénère. Tu sais, quand elle est face à l'agent temporel qui lui dit, en gros, qui lui explique ce qui s'est passé et qui lui dit de la fermer, tu sens qu'elle a pas vraiment digéré son comportement, parce que voilà, elle a eu un moment d'empathie avec un enfant. Et en même temps, il y a aussi ce trope, ce running gag qui court dans plein de séries, dans plein d'œuvres de fiction, qui est si tu voyageais dans le temps, est-ce que tu irais tuer Hitler? Là, c'est un peu ça en fait. C'est pas Hitler, c'est Khan, mais c'est un peu la même chose finalement. Et surtout que là, dans son cas à elle a en plus le syndrome, l'histoire du paradoxe du grand-père, parce que oui, en plus, oui. Si elle le fait, elle peut pas exister. Bah si, la Romulienne lui dit que le device qu'elle a pourrait la protéger l'extrait justement. des conséquences. Ouais, c'est ça. Oui, mais sauf que là, elle est à l'instant. Du coup, ça enclencherait, du coup, la mission aurait échoué et ça aurait enclenché le changement. Ah oui, temporel. bien sûr, oui, mais sa vie à elle aurait pu vivre libre, comme le disait la Romulienne. Peu importe, quoi. C'est de la convaincre il y a plus de fédération, mais toi, tu seras tranquille, quoi. Elle était forte, la Romulienne, à ce niveau-là, parce que j'ai trouvé que son argumentation, elle était plutôt pas mal, en fait. Elle a vraiment mis les points sur les i. La Romulienne, elle nous apporte également un élément de contexte super important. Je sais pas si tu l'as noté, Guigui. Super important, méga important. Les temporal Cold War, c'est ça? Alors, elle cite pas vraiment les temporal Cold War, mais par contre, elle retconne une bonne fois pour toutes le timing de la Troisième Guerre mondiale, des guerres eugéniques, qui était donc dans Space Seed figé dans les années 90. 92 à 96. Or, elle, à un moment donné, tu sens qu'il y a déjà eu des changements, donc que toutes ces missions de la police temporelle n'ont pas réussi, puisqu'elle te dit, je suis là depuis 92, ça fait depuis 92 que ça dure cette histoire, etc., etc. Donc, tu comprends que il y a eu des changements temporels, ce qui explique que les guerres eugéniques ne se sont toujours pas déroulées en 2022, en fait. Et c'était quand même un élément qui nous manquait depuis longtemps, et je suis assez content qu'il l'ait fait, d'autant que je trouve que pour le coup, ils le font bien, et ils le font dans une certaine continuité avec tout ce qui a été fait dans Star Trek depuis l'Arberman, en fait. Et puis surtout, ça renvoie aussi au dossier que déballait l'ancêtre Song dans Star Trek Picard saison 2. Enfin, on sent qu'ils ont essayé, c'était en 2004, donc ils sortaient un dossier qui s'appelait Projet Khan, donc on peut imaginer que ça c'était bien avant, que par exemple l'épisode dont on parle aujourd'hui, en fait il se passe en 2030 par exemple, admettons, vu l'âge du garçon, et que effectivement la Troisième Guerre mondiale c'est vraiment le milieu du 21e siècle. Les guerres eugéniques c'est avant, pendant, on sait pas trop exactement, mais en tout cas c'est lié et c'est au milieu du siècle, et ça rend la chose complètement rétroactivement compatible avec notre temporalité, en tout cas pour l'instant, même si c'est un peu de manière superficielle. Mais surtout ce que ça amène, c'est que du coup ça crée une autre timeline complètement différente, ce qui fait que Strange New Worlds et par extension Discovery et peut-être même les autres séries récentes et peut-être même Voyager ne sont pas dans la même timeline que TOS. Parce que pour TOS, c'est clair, ça s'est passé dans les années 90. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en plus de ça, il y a quand même des différences notables. Je sais plus, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans l'épisode de la série classique, il a dit que sous l'ère de Khan, il n'y avait pas de liberté, mais que finalement les guerres ça a été, et puis surtout il a massacré personne, alors que là on te dit qu'il a génocidé des gens, donc on sait pas le même Khan non plus, il s'est pas passé exactement les mêmes choses non plus, mais donc du coup, ce qui est clair et net, c'est qu'au niveau du canon, là Strange New Worlds et même Discovery et peut-être d'autres séries peuvent s'extirper de la chape de plomb du canon de TOS, et donc du coup concrètement les Gorn, maintenant c'est bon, on peut y aller on peut y aller franchement. Ouais, alors par contre sur Khan lui-même, là pour le coup je reste quand même sur un problème de continuité. Moi je continue pas à l'accepter. Khan, et pour moi ça a toujours été Napoléon, c'est jamais censé être Hitler. Ça change quand même beaucoup de choses, même pour l'épisode Space Seeds lui-même, ça changerait beaucoup de choses si Khan avait été Hitler plutôt que Napoléon. Et surtout si tu veux, autant si Khan est Napoléon, tu peux
envisager que ces petits enfants aient gardé le nom de Napoléon, d'ailleurs il y a peut-être encore des Napoléons aujourd'hui en France, autant si Khan était Hitler, c'est totalement inenvisageable. C'est-à-dire que tu pourrais pas imaginer que tu sois le petit-fils d'Hitler et servir tu vois, dans l'armée allemande et dire oui, je suis Jean-Pierre Hitler, tu vois, c'est pas envisageable. Donc je comprends pas pourquoi ils veulent absolument faire de Khan Hitler dans Strange New Worlds et dans les nouveaux Trek versus Napoléon, alors que à mes yeux ça n'apporte rien, et deux, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Ça, je n'arrive pas à comprendre ce choix pour le coup. Juste une petite précision, c'est Bonaparte le nom de famille, pas Napoléon, c'était son prénom. Mais excusez-moi. Tout à fait, oui, excuse-moi. C'est pas grave, je suis désolé de c'est vrai que Bonaparte. Est-ce qu'il reste des Bonaparte? Bah oui, bien sûr. Ah si, il en reste. Oui, il en reste, c'est ça. C'est pas un nom, tu vois, c'est un nom porteur d'histoire, c'est un nom qui peut être ou même des descendants des rois de France, mais c'est pas un nom tu vois, banni de l'histoire définitivement, tu vois ce que je veux dire, et vraiment ça me gêne. Enfin, c'est l'histoire de Hitler, la métaphore avec Hitler, c'est inenvisageable. C'est surtout enfin, je veux dire, dans le futur, c'est quand même bizarre qu'à l'état civil, tu puisses pas changer de nom, quoi. Non, mais ça n'a aucun sens. Si Lan, c'est un tel poids pour elle, elle aurait dû le faire. T'imagines que je suis pas historien, mais je m'étais intéressé à cette question. Le prénom Adolphe. Juste le prénom, là tu disais Napoléon, je me suis trompé, c'est le prénom et pas son nom, mais pour le coup le prénom Adolphe est devenu complètement impossible à porter après la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est effondré en termes de statistiques. Ça s'est effondré en termes de statistiques et tout. On a tous vu le prénom. Oui, c'est ça. Patrick Bruel, c'est impossible. C'est ça, même aujourd'hui tu pourrais pas t'envisager, enfin qui oserait, mais donc voilà, donc pour moi je comprends pas ce choix qui sert à rien. Puis il y a un autre truc aussi qui est pas très clair, je trouve, par rapport à Khan, c'est dans quelle mesure son histoire, son identité est vraiment connue. On nous a sorti le fait qu'il y avait beaucoup de documents de cette époque, donc des années 90, dans la vieille série, qui avaient disparu. Ça explique pourquoi il ne l'identifie pas tout de suite quand il retrouve le Botanibé. Et je crois que par la suite, si je ne me trompe pas, il y a eu des livres notamment qui avaient essayé de développer un petit peu l'histoire de Khan en expliquant que ces augmentés avaient pris le pouvoir, mais par proxy, à travers d'autres personnages publics, et que eux étaient restés un petit peu en retrait, et ce qui expliquerait pourquoi on ne le reconnaît pas tout de suite et qu'il n'a pas cet aspect emblématique de Hitler ou de Napoléon, peu importe. Mais en tout cas là, ils ont l'air d'avoir là aussi changé les choses, et c'est quand on voit dans le procès, dans l'épisode 2, quand on dit vous êtes une descendante, tout le monde en parle comme si c'était une évidence. C'est un personnage apparemment très connu. Dans TOS, avant de rencontrer Khan dans Les Derniers Tyrans, je sais plus, je crois que c'est dans l'épisode 9 ou 10 de la saison 1, Kirk qui cite Khan comme étant, je sais plus, il parle de plusieurs tyrans, et puis à un moment il y a Khan, le nom de Khan qui pop comme ça. Et donc du coup il est quand même un peu connu, quoi. Mais dans la voiture, de toute façon, il y avait déjà un indice que Khan était au centre de l'épisode. C'est lorsque Kirk n'arrive pas à prononcer son nom. Donc là, déjà, c'était un indice parce qu'il ne sait pas. Donc on peut penser que l'événement qui a changé l'histoire, c'est aussi que Khan a disparu. Et donc, parce que sinon, Kirk aurait entendu parler de Khan. Et là, il ne sait pas. Ben, je vais même vous dire un truc, c'est le seul rôle, enfin c'est la seule chose qu'apporte le personnage de Kirk dans l'épisode, parce que sinon à quoi il sert, à part gagner de l'argent en jouant aux échecs, à quoi sert Kirk dans l'histoire? Il sert à montrer que Kamina a un cœur. Ben c'est le love interest de Lan. Ok, d'accord. Non, mais on va parler sérieusement. On va pas parler émotion, on va parler logique vulcaine. Ah, tu veux dire en fait dans la mission du truc. Ouais. En fait, il se fait tuer. Oui, voilà. Ça, c'est rigolo, il se fait tuer et il déclenche l'alarme comme ça, et voilà. Ouais. Non, mais en définitive, son principal apport, c'est de permettre à Lan d'identifier qu'il y a un truc qui se passe autour de Khan, puisqu'il ne le connaît pas, et c'est que ça permet d'identifier le point de divergence. Oui, c'est un peu passif comme rôle, hein, quand même. On va pas se mentir, c'est pas très éclatant, quoi. Juste pour revenir quand même à ce paradoxe d'image entre Khan et... en fait, j'ai voulu absolument revoir Space Seed aujourd'hui à cause de ça, parce que ça me turlupine quand même depuis longtemps. Le côté que t'as l'impression que tout le monde connaît Khan, mais que personne ne connaît Khan, enfin ça semble totalement contradictoire. Et en vrai, dès Space Seed, en fait, quand tu regardes l'épisode, cette contradiction est un petit peu apparente, parce que à la fois personne ne le reconnaît sur l'Enterprise. Alors ils te disent que les documents de l'époque ont disparu, en effet ils insistent là-dessus, mais en même temps ils ont quand même des photos de Khan, donc bon, ok, donc il devrait quand même, au moins tu devrais avoir une photo dans le livre d'histoire. Mais il y a une scène plus tard qui est vachement intéressante et que j'avais complètement zappé, où tous les protagonistes principaux sont réunis autour de la table. Donc t'as McCoy,
Kirk, Spock et Scotty. Et en fait, il y a une scène d'incompréhension entre Spock et les humains, donc entre le Vulcain et les humains, où en fait, eux rigolent en parlant de Khan avec une certaine admiration, haha, de tous les dictateurs, c'était un peu mon préféré, il avait quand même la classe et tout, machin. Et du coup, t'as quand même l'impression que c'est un personnage emblématique, tu vois. Enfin, c'est vraiment encore une fois Napoléon, hein, c'est vraiment une conversation qu'on aurait pu avoir sur Napoléon. Et en même temps, personne ne le connaît. Et en fait, c'est difficile de raccrocher les wagons sur ce personnage. En fait, l'historienne de l'Enterprise, qui connaît Khan, qui connaît l'histoire et tout ça, elle est presque complètement dévaluée. Enfin, Kirk la méprise complètement. Il dit au fait, peut-être qu'elle va servir à quelque chose en nous accompagnant dans cette mission. Elle est fascinée par Khan et par l'équipage. Kirk la recadre vertement. Moi, je trouve que le côté historique est complètement, justement, écrasé, balayé, sous-évalué. Et Kirk est, je trouve, détestable dans cet épisode, vrai, dans son comportement avec Marla. C'est franchement l'historienne qui sert à rien. Et puis, oui, et puis en gros, il lui dit calmez vos hormones. Ouais, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à vous tenir quand on est en expédition, et l'autre qui lui répond non mais c'est sur un plan professionnel que ça m'excite, quoi. Et il a raison, alors que lui il est là, il fait un procès d'intention. Bon, mais c'est les années 60 aussi, hein. Ouais, ça fait partie quand même, en le revoyant, c'est un épisode bien miso, hein, pour le coup. C'est littéralement une soupe miso, cet épisode. Ouais, mais en tout cas, moi je reviens sur cette bifurcation temporelle parce que, enfin, moi ça me fait plaisir. Parce que depuis Discovery, depuis par exemple la saison 2 avec l'histoire de l'Ange Rouge, moi je pensais qu'ils allaient annoncer ça, qu'ils allaient dire bon bah voilà les nouvelles séries, c'est une timeline qui est différente de celle que vous connaissez. Elle est très très proche, au contraire de la Kelvin timeline qui est très éloignée. Elle est très proche des événements que vous connaissez, mais il y aura des petits détails qui vont changer ici ou là. Et donc voilà. Et moi, je pensais que ça allait être vraiment annoncé, entériné avec la saison 2, donc avec l'Ange Rouge, parce que ça me semblait complètement opportun. Bon, bah finalement, c'était une occasion manquée, hein. Ils l'ont pas fait du tout. Et ils le font ici un peu dans le feutré, donc ils le claironnent pas, hein. C'est pas annoncé partout, etc. Mais voilà, c'est quand même là. Ce qui fait quand même qu'il y a pas mal de problèmes à chaque fois qu'on soulève dans les épisodes. On fait une liste de trucs qui sont pas cohérents avec le canon, enfin, surtout par rapport à TOS, par rapport à la série classique. Et du coup, bon, bah là, on va pouvoir un peu s'extirper de cette lourdeur-là. Ils vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, je reviens voilà, sur les Gorn. Les Gorn, ils vont pouvoir y aller franchement, sans qu'on puisse se dire, ah là là, normalement, dans la série classique, Kirk, qui connaissait pas les Gorn, et bah là, maintenant, tant pis, on peut y aller. Et moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, parce que c'est quand même une technique un peu qui est utilisée dans les comics depuis 60 ans, à peu près. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, moi, je trouve que ça me va très bien comme situation. Après, Guigui, je veux pas te décevoir, mais de la part des... Là où, si tu veux, la Kelvin Timeline était une volonté claire, nette et précise de créer une nouvelle timeline, hein, c'était le but de tout ça. Je pense que pour moi, le but pour l'instant, c'est uniquement de retconner ce problème de temporalité lié aux années 90. Et, bon, on peut plus dire que Khan est arrivé dans les années 90, c'est plus possible. Et plutôt que d'expliquer pourquoi t'as des Gorn qui ont des têtes cheloues et des trucs comme ça. À mes yeux, en tout cas, c'est pas le but. Mais pour moi, dans ma tête, c'est clair et net. C'est canon. C'est comme ça. Donc moi, ça me va très bien. Et rendez-vous dans un an, en 2024, quand il y aura eu les émeutes de Bell et qu'il ne peut rien passer dans notre monde réel et qu'ils vont devoir encore refaire un nouveau truc. Ouais, non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut accepter que Star Trek, c'est pas vraiment notre monde, notre temporalité, que c'est une uchronie totale. Et voilà, enfin, pour moi, ça fait longtemps que c'était le cas. Parce que quand Star Trek Voyager, il voyage en 1996 et qu'il n'y a pas eu les guerres eugéniques, bon, voilà quoi. Tout va bien en fait. C'est pas donc grave. Star Trek Voyager est aussi dans la temporalité de oui, mais en tout cas, mais en fait, on peut se dire aussi peut-être en exagérant qu'il y a autant de temporalité qu'il y a de voyage dans le temps finalement, parce que ça va, je veux dire, la guerre froide temporelle de Enterprise a tellement fait de choses, enfin suggère qu'il y a tellement eu de changements à droite à gauche avec des conséquences qu'on n'imagine pas, que de toute façon, tu peux te dire sans aucun problème que oui, bah il y a telle ou telle série, là c'est raccord, là c'est pas raccord, bah tant pis quoi. Et moi je veux une série avec l'USS Relativity. Mais oui, mais voilà, mais ça fait plaisir quand même, parce que quand on voit cette nana à la fin qui discute avec Lan et qui lui explique ce qui s'est passé, et qui lui dit bon bah il faut surtout pas en parler, hein, bah c'est une nana clairement qui travaille pour la branche de Starfleet dont appartient l'USS Relativity. Moi je serais satisfait que maintenant, le jour où on verra l'USS Relativity, j'avais abandonné cette idée, maintenant ça me relance.
Je suis parti, surtout que Yasmine, la semaine dernière, m'a offert un petit vaisseau de l'USS Relativity. J'en suis ravi, je l'ai mis là elle est à côté de moi, d'ailleurs je le regarde là en ce moment. J'en suis très content. Et voilà, donc maintenant je veux aller plus loin là-dessus. Remettez-moi des guerres temporelles, remettez-moi l'USS Relativity. Mais oui, et faites un USS Relativity où en fait on se rend compte, ce sera une comédie, on se rend compte qu'en fait les mecs ils sont complètement nazes, qui passent leur temps à faire que des conneries et ils foutent le bordel. Mais ceci dit, le grand public aujourd'hui avec le multivers Marvel, le Spider-Verse, etc., le grand public a définitivement la tête bien au fond de ces histoires de temporalité, du multivers, de machin, de monde parallèle, etc. Donc, il pourrait tout à fait avoir un espèce de paysage Star Trek multidimensionnel avec la Kelvin Timeline qui se décline en 20, 30 trucs. Et ce sera non, pas la Kelvin Timeline, non, pas celle-là. Non, mais la Kelvin, la TOS, comme tu disais, pour chaque histoire temporelle, en fait, il y a une nouvelle timeline qui s'écrit depuis le début. Pour le coup, plutôt que de voir une mini-série sur la section 31 dont je me bats les steaks, j'aurais 1000 fois préféré voir une mini-série sur la police temporelle. On se serait beaucoup plus marré à mes yeux, quoi. Bah, je pense qu'il y aura, de toute façon, notre section 31, il y aura sûrement un peu de ça, puisqu'elle voyage aussi dans le temps, donc notre cher Michel Yeoh, donc il y aura sans doute un peu de ça, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs il me semble qu'à un moment donné, dans les années 90, après Voyager, il était envisagé de faire une série de ce type-là, il me semble. Avant que ce soit dévolu sur Enterprise. Ouais, ça, il faut des sacrés moyens quand même. Oui, voilà, la série Highlander l'a fait, alors c'était une séquence de flashback à chaque épisode. Ou même Code Quantum. Ou Code Quantum, oui, c'est vrai. Enfin, Code Quantum, c'est quand même un peu dans un même... si je me rappelle bien, il est toujours dans les années 50, 60. Oui, voilà, il est cantonné à sa vie, quoi. Son temps de vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, peu importe, je veux dire, tu peux voyager, t'as des décors, des props, des films de TOS qui se passent 100 ans avant la nouvelle génération, t'as des décors de Voyager, Deep Space Nine, enfin, ils auraient eu moyen de faire des trucs s'ils voulaient, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que t'as raison, je pense que c'est l'aspect budget qui fait que ce projet a été vite abandonné en fait. Petit point technique, aujourd'hui avec les studios LED, etc., c'est beaucoup plus facile. Ah oui, complètement. Parce que par contre, pour ce qui est des décors, systématiquement, ils sont tous détruits. Hein. Les décors sont jamais des choses qui sont gardées dans le cinéma, quoi. Ou à la télé. Il y avait les cas spéciaux des studios Universal qui eux par contre étaient là, ou Cinecittà d'ailleurs, mais en général les décors sont jamais conservés. Bon, en tout cas, il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, c'est la petite visite à l'ingénieur Pelia. Je vous avais dit que c'était une Guinan bis, et puis bah là c'est clairement ça, hein, parce qu'on a un peu la même chose que quand ils vont voir Guinan dans l'épisode de Time Arrow, c'est un peu la même chose finalement, elle était là, ils vont la voir. Par contre, ce qui est super marrant, c'est qu'ils s'attendaient à trouver une ingénieure, et puis en fait non, elle a pas encore appris à être ingénieure, et ça c'était quand même plutôt rigolo, quoi. Et elle a volé des œuvres au Louvre. C'est drôle. Surtout que c'est pas vraiment au Louvre ce qu'elle a pris, mais bon, c'est un Vermeer, on est d'accord. Ah, j'ai pas fait gaffe, je t'avoue que je regardais pas vraiment ça, je regardais Christina Chong. D'accord. Moi, je suis surtout dit que si dans cette timeline, là aussi, il y a la Troisième Guerre mondiale et que Paris est atomisé, eh ben, au moins, elle aura sauvé une peinture du Louvre. Ouais, c'est déjà ça. On peut la remercier. Et elle a principalement piqué des trucs de la Renaissance. Hein. Parce qu'entre les globes terrestres, les œuvres d'art... Elle n'aime pas l'art contemporain, on peut pas lui en vouloir. Et sinon, il y a aussi un autre truc sur Internet, moi, qui me fait un peu rigoler, c'est que je vois, il y a plein de gens qui râlent parce que Kirk, il arrive à piloter une voiture au bout de 2 minutes. Sauf que bon, quand même, souvenez-vous qu'un épisode sur 3, ils arrivent à décrypter et à faire fonctionner une technologie alien qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, 5 minutes avant, et ils arrivent quand même à chaque fois en 10 secondes, quoi. Donc voilà, piloter une bagnole à la place, bon, je trouve ça va, quoi. Les Américains roulent en voiture automatique, donc je pense que c'est pas non plus la folie à Londres. Hein, C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, en même temps, bon, c'est pas comme s'il avait besoin de passer les vitesses. Ça... Alors là, pour le coup, croyez-moi, c'est plus difficile de gagner 7 parties d'échecs contre des vieux briscards, ce qu'on appelle de hustlers, que de piloter une voiture automatique. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et en parlant de bagnole, puisqu'on est donc à la fois sur les histoires de temporalité et d'effets papillons et tout ça, ouais, j'ai quand même un petit problème avec le fait de les voir faire n'importe quoi dans le passé. Hein, Guigui, on en avait parlé. C'est un petit peu comme Raffi et Seven en mode Thelma et Louise dans la saison 2 de Picard, quand elle se la joue, la Blues Brothers, avec les flics au cul. Bon, là, pareil.
d'abord, visiblement, ils peuvent pas prendre une voiture sans se retrouver avec les flics au cul au bout de 5 minutes. Ça ne rate pas. Et puis surtout, mais l'effet papillon, le paradoxe du grand-père, avec le nombre de piétons qui manquent de renverser, heureusement qu'il n'y en a pas un qui est l'ancêtre de Archer ou de je ne sais quoi, parce que Ou même, ça se trouve, c'était un chirurgien qui avait besoin de sa voiture pour opérer quelqu'un et qui est mort à cause de ça. On ne sait pas. Il y a ça, et il y a en effet la Romulaine qui, au moment d'attaquer le centre Nunyan Singh, tue bien 5 ou 6 gardes du corps aussi. Ah ouais, non, mais l'effet papillon, mais il se torche les fesses avec. Et Mais c'est peut-être des gens qui seraient morts dans la Troisième Guerre mondiale. Oui et non, puisqu'il t'explique que de toute façon la timeline est changée, hein. Donc voilà, Oui. peut-être que c'est à cause de ça, tu vois, peut-être que c'est une mission, ils ont tué 6 mecs, qui fait que les guerres eugéniques se sont pas déroulées en 92, mais en 2020, 2030 quelque chose. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé. Du point de vue de Lan, là c'est son passé à elle. Parce qu'il faut qu'il y ait qu'ils soient tous les deux à un moment clé qui marque la démarcation entre leurs deux univers. T'as raison. Non, mais t'as raison. Du point de vue de Lan, c'est son passé et elle pourrait tout à fait le changer par inadvertance. Oui. Mais sauf qu'il y a quand même un élément scénaristique qui est bien pratique, c'est la Troisième Guerre mondiale où on sait qu'il y a plein de gens qui vont mourir et donc si ça se trouve les gens qui sont morts étaient destinés à mourir à ce moment-là et que finalement du coup je veux dire, l'impact il est forcément amoindri. Il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, je voulais le dire à un moment donné, donc voilà, si vous avez pas eu la curiosité de le faire, le pont qui est sauté au début de l'épisode, évidemment, parce que c'est un truc très important dans l'épisode aussi, parce qu'ils retiennent quand même les erreurs du passé, il n'y a jamais de dates qui sont données dans cet épisode, donc tu sais jamais quand ils voyagent, tu peux estimer, Guy, tu as raison, c'est soit la fin des années 2020, soit les années 2030 probablement, en vrai ça pourrait être un peu plus tard, mais parce que quand même le capteur, si j'ai bien compris, le capteur qu'elle utilise à la fin arrive à récolter des éléments d'ADN, donc ça c'est pour le coup assez futuriste, pour entrer dans le labo des signes, c'est quand même assez futuriste. Et juste pour l'anecdote, le pont qui saute, c'est un pont qui évidemment n'existe pas, mais qui c'est une sorte d'arlésienne, c'est une sorte de projet dont on parle depuis des décennies au Canada. Donc c'est un pont qui relierait le Canada aux États-Unis, donc l'Ontario, c'est ça, si je dis pas de bêtises, aux chutes du Niagara. Et c'est un espèce d'une arlésienne de projet dont tout le monde rêve, mais qui ne s'est jamais fait. Et c'est assez malin d'avoir pris ça aussi comme élément scénaristique. Alors nous en français ça nous parle pas, mais les Canadiens ça leur parle et les Nord-Américains ça leur parle pas mal apparemment. C'est un peu comme l'extension de la ligne 14 pour nous, quoi. C'est ça. C'est le Grand Paris. C'est un peu comme si c'était le Grand Paris. Pas mal. Encore un coup d'Anne Hidalgo. Bon, en tout cas, voilà. En conclusion, on peut dire que cet épisode, comment il était bon, malgré tout. Oui. Et mon Dieu, quand elle pleure à la fin. Mais on avait le sentiment qu'elle avait vécu plusieurs années avec. Ah bah elle a pris un coup de vieux, je pense. Ah mais même quand elle l'appelle, putain mais j'étais tellement dedans. Quand elle l'appelle et que lui il comprend pas trop pourquoi, il lui fait un petit coup de charme à la fin et tout machin. J'ai vraiment et j'espère et pour le coup. Honte à moi parce que c'est une Nunyan Singh et que ça fonctionnera pas quoi qu'il arrive, mais j'espère qu'il y aura une suite. Ah ben il y aura une suite, pour moi c'est sûr. La fin, la façon dont la fin est tournée, je pense que ça a à peine quelque chose, oui. J'ai posé une question sur le Discord, personne n'a trop d'explications, mais il y a cet effet qu'ils font dans la dernière scène où ils reculent de Christina Chong et ils refont la mise au point sur la montre qu'elle s'est enlevée, et j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Bah pour moi ça veut dire que c'est pas fini. Moi, je pense, tout simplement. La montre, enfin, qu'est-ce que... Bah, la montre, c'est un truc qu'ils ont trouvé avec Kirk en allant voir l'ingénieur, donc ça symbolise l'aventure qu'ils ont vécue, et voilà, quoi. C'est une trace de ce qui s'est passé. C'est la seule trace, parce qu'elle n'a pas le droit d'en parler, elle a le droit d'en parler à personne. Oui, c'est la seule chose qui lui reste, c'est ça. Il n'a pas existé, ce Kirk-là n'a jamais existé. Oui, en plus. Donc c'est la seule trace qui reste de tout un individu. Mais bon, moi ceci dit, je l'ai dit, je suis pas super à l'aise avec tout l'aspect rom-com de l'épisode, et puis le fait qu'à la fin elle soit... Alors, Romain, j'ai bien aimé ton idée comme quoi la solitude est ce qui détermine le personnage plus que le côté colère ou je ne sais quoi, c'est assez intéressant. Mais de manière générale, j'ai du mal avec les personnages qui se répandent en rivière de larmes comme ça. Je trouve que les plus grands sont muettes.
T'exagères. Écoute, je sais pas. Non, sans déconner. Après ce qu'elle a vécu, moi je pense que c'est complètement normal. En plus, ça arrive, elle est toute seule dans sa cabine. Ça arrive à la fin de l'épisode. Toi, c'est pas Michael Burnham où il lui arrive ça à chaque acte d'un épisode, quoi. Où elle s'arrête au milieu de l'action pour pleurer, tu vois. Ouais, elle attendait de chez elle, ok, mais bon. C'est quand même déjà un peu plus cohérent, je trouve. C'est le chef de la sécurité. Elle reste de marbre devant les autres et puis exactement. elle fait tomber l'armure dans ses quartiers. Ouais, tout à fait. Moi, elle a quand même vécu de sales trucs en 2 jours, hein, donc là, elle lâche tout. Elle vient de la voir en visio, elle sait que c'est pas le même, ok, d'accord. C'est pas le même, mais justement, c'est important. Mais il est toujours là, il est toujours vivant. Oui, sauf qu'elle est de nouveau seule. C'est pas le sien. C'est ça, elle est de nouveau seule, Hugo. C'est-à-dire qu'il existe, mais elle est de nouveau seule. Elle existe, mais pas pour elle. Et en plus, elle peut même pas lui dire, elle peut même pas, tu vois. Enfin, oui, d'accord, mais bon, c'est toujours le secret avec elle, le secret qui l'empêche de. Alors quel secret, c'est pas très clair, mais c'est un crush de 24 heures, bon sang. Encore une fois, s'ils étaient restés coincés 6 mois, 1 an ensemble et tout, là, d'accord, ça justifie plein de trucs. Non, mais là, je trouve c'est un peu beaucoup pour pas grand-chose. Et en plus, par ailleurs, comme je vous dis, moi, je trouve ça toujours plus fort qu'un personnage qu'on voit, qui est quelque chose qui transparaisse de l'intérieur de ce qu'il vit. Mais que ce soit pas aussi évident. Je sais pas, j'aime bien la Lubitsch touch dans. Je sais pas si vous avez vu ce vieux film qui s'appelle Le ciel peut attendre. Où les personnages vivent des tas de trucs et comme ce sont des anglo-saxons, des WASP, c'est des Américains à New York, mais ce sont des WASP très collés serrés, voilà, très comment dire, qui laissent rien transparaître. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus fort parce que toi, en tant que spectateur, c'est toi qui vis les trucs et eux, tu vois que c'est tout intériorisé et c'est tellement plus fort que. Je suis d'accord, ça aurait peut-être été mieux, t'as raison, peut-être, mais pour autant, moi, je trouve que c'est pas gênant du tout, quoi. Ils ont fait comme ça, comme ils auraient pu faire autrement. Bon, moi, ça me perturbe pas et en plus de ça, comme le dit Romain, elle est seule et quand elle le dit dans l'épisode, justement, à ce Kirk alternatif, elle lui dit qu'en fait, c'est la première fois qu'elle se sent pas seule avec ce mec-là qui a disparu, qui n'existe plus et qui existera jamais. C'est comme, il est mort, quoi. Et même si t'en as un autre dans cet univers alternatif, c'est pas le même. Donc c'est pas lui. Et s'ils ont fait cet épisode, c'est bien pour mettre en place quelque chose. On est d'accord que oui, on est d'accord. Il pose des jalons pour quand il va débarquer. Ouais, mais ça va pas déboucher sur quelque chose d'heureux, quoi. C'est pas une rom-com qui finit bien là pour le coup, du coup. On sait qu'ils finissent pas ensemble. On sait qu'ils finissent pas ensemble. Mais tu vois, moi, la semaine dernière, Hugo, on a rencontré tous les auditeurs du Cadran Pop, dont Toa. On a rencontré plein de gens super. Et le lendemain, je me suis réveillé chez moi tout seul. J'étais tout triste. Je me suis dit, ils sont où les gens voilà, quoi. Moi, je comprends ce sentiment de post-euphorie où tu te retrouves après, tu te dis merde, je suis tout seul du coup. Là. Oui, mais est-ce que tu as pleuré ou est-ce que tu t'es mis face à ta fenêtre avec le regard sombre, un tasse de thé à la main et tu as pris une petite gorgée comme ça? Et puis là, tu as regardé la montre posée sur ta table de chevet et fondue au noir. J'aurais pu pleurer, peut-être, je vais te le dire. Peut-être, je repensais à la soirée, à la journée de la veille et je pleurais peut-être. Ouais, bon, en tout cas, pour moi, vous êtes toujours avec moi parce qu'avec les montages, je suis toujours, vous êtes toujours dans mes oreilles, quoi. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc plutôt bon épisode, mais du coup, il y en a eu plein de choses à en dire, et donc c'était vraiment très, très intéressant. Avant de nous quitter, est-ce qu'on fait un petit point promo ou reco? Donc Hugo, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir ou recommander? Non, j'ai rien à promouvoir. J'ai déjà fait la dernière fois, en plus, ça suffit. Par contre, des recos, pourquoi pas? Des recos, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis tombé sur un petit livre de SF récemment dont il parlait dans C'est plus que de la SF, que je trouvais assez sympathique, écrit par un Français qui s'appelle La tragédie de l'orque, la trilogie baryonique. Et là, je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais c'était pas mal. Et puis sinon, je voulais dire un petit mot sur le fait que y a une bande-annonce qui est sortie pour Le problème à 3 corps version Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh oui, non, j'ai vu la série chinoise que j'ai trouvée très moyenne, mais j'attendais la série Netflix pour le coup. Alors j'ai vu la série chinoise aussi, j'ai vu tous les épisodes et j'ai trouvé que c'était pas mal. Avec les moyens qu'ils ont, la scène à la fin du bateau marche super bien, la photo est plutôt jolie. Je trouve que la dynamique entre les deux personnages dans la série chinoise marche très bien, l'inspecteur Shi et le scientifique et tout, ça se passe plutôt pas mal. Et j'étais assez curieux, justement, après avoir vu ça, de me dire où les Américains vont foutre la barre pour leur version internationale, Netflix et tout. Et le peu que laisse entrevoir la bande-annonce, j'ai l'impression que la barre est haute, très haute.
Ah d'accord. Bon, bah à regarder. En tout cas, on sait qu'on pourra te retrouver aussi sur ta chaîne YouTube Confession d'Histoire. Et toi, Marina, est-ce que tu as quelque chose promo ou exclusif reco? Moi, c'est une reco. Je recommande l'épisode de Black Mirror Lock Henry, qui est franchement flippant et super. Je le recommande. Il y a aussi Demon 79, un autre épisode de la même dernière saison de Black Mirror. Je les recommande tous les deux. Ils sont très, très sympas. Sur Netflix, donc. Et toi, Romain? Moi, ma reco, c'est notre prochain podcast qu'on a enregistré la semaine dernière avec un quiz avec les acteurs de doublage absolument extra de Strange New Worlds et Prodigy. Je me suis vraiment éclaté comme rarement à enregistrer ce podcast. On a rencontré des gens merveilleux, on s'est vraiment éclaté. Donc, je suis impatient de l'écouter et de le réécouter. Bah, en fait, il sera pas publié tout de suite. Je pense que je vais le garder pour la rentrée, quand on aura fait tout notre run sur Strange New Worlds et Lower Decks, pour que les gens ont quand même quelque chose à écouter de nous pendant la longue pause qu'on aura jusqu'à Discovery saison 5 l'année prochaine. Et en tout cas, il y aura du boulot sur le montage de ce podcast, parce que ouais, franchement, il est super drôle. Ça part dans tous les sens. Franchement, là, je pense que ce podcast-là, ça va être la régalade, mais pour moi, ça va être beaucoup de travail de montage avant de vous le faire découvrir. Et donc, ouais, c'est bien que t'en parles. Ouais, franchement, bien torturé. Franchement, là, les questions, c'était de la torture, mais premier degré, avec c'était comme si on m'avait mis des limaces dans le dos, des piranhas qui me bouffaient les pieds. La prochaine fois, ça sera pire. Ouais, super, merci. Il manquait l'amiral, le suprême amiral. Manu, suprême, ouais. Manu. Oui, tu vas dire que c'est à cause de son absence que t'as pas gagné, c'est ça? Oui. Non, pas de spoiler sur qui a gagné ou perdu, mais je suis quand même vraiment content d'avoir gagné et que Marina ait perdu. Ouais, pas de spoiler, t'as raison. En tout cas, mais le subamiral Manu nous a beaucoup manqué. C'est vrai, mais on le retrouvera la semaine prochaine, je pense. Donc, il pourra nous parler de ce qu'il a pensé des épisodes, des premiers épisodes de Strange New World saison 2. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et aussi, n'hésitez pas à partager sur Twitter, parce que on le dit jamais, mais c'est vrai que ça nous aide vraiment. On a vraiment besoin que vous nous partagiez pour que notre audience puisse grandir, parce que je pense qu'on le mérite. En tout cas, vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, Facebook et sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Merci à tous, je vous souhaite une longue vie et tout plein de prospérité. Et salut. Salut. Ciao tout le monde. Salut. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Program complete.